revoir depuis, dans le fond, j'avais arrêté de faire des présentations pendant quelques temps. J'ai pris une petite pause, mais là, on repart en force. Donc, aujourd'hui, on parle d'hydrogène. Euh, donc, on a beaucoup de choses. On va sauter vite dans le sujet. 4 points qu'on va voir ce matin. Bon, ben, les premières des choses, ben, qu'est-ce que c'est l'hydrogène puis les risques reliés à ça. Les matériaux à utiliser, donc que ce soit la portion métal et les portions plutôt plastiques. Ensuite, les technologies existantes donc, qu'est-ce qui est c'est les raccords mécaniques. OK? Donc, qu'est-ce qui est disponible sur le marché, les pour et les contre. Et ensuite, quelques ressources techniques. Pourquoi qu'on parle d'hydrogène ce matin comme sujet? Une des raisons, c'est qu'on reçoit de plus en plus de questions de la part de nos clients, donc de votre part, par rapport à ce média-là, comment travailler avec, quel type de composantes pour utiliser. Puis, il y a toujours une certaine crainte. En Amérique du Nord, c'est des applications qui sont relativement nouvelles. Il y a certains d'entre vous, possiblement, qui travaillaient avec l'hydrogène depuis plusieurs années, certains qui sont plus novices, on va dire. Donc, on va essayer de démêler ça aujourd'hui. La présentation que j'ai à la base, elle vient de l'Europe. On s'entend qu'en Europe, ils sont un peu plus avancés qu'en Amérique du Nord sur l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de valeurs qui vont être en barre au lieu d'être en PSI. Mais bon, j'ai quand même mis des références en PSI. Donc, commençons. L'hydrogène, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'atome la plus légère, la plus ancienne, à date du début là, de la création de l'univers. Et on en retrouve énormément dans, dans le monde. OK? C'est une des atomes, des molécules les plus présentes et on peut en retirer de l'énergie de cet atome-là, ce qui est super intéressant. Euh, Pardon. Donc, une atome très légère, qu'est-ce qui va nous amener des complications par rapport à son contrôle? Donc, comment on va faire pour la manipuler, si on peut dire. Donc, le petit hydrogène, rapidement. Souvent, la molécule d'hydrogène elle va être associée avec une autre molécule pour former un autre composante, donc par rapport avec du H2O, donc c'est pour faire de l'eau, avec par rapport aux hydrocarbures, c'est une molécule qui est très souvent liée avec ça, et bon, différentes matières organiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, c'est un gaz qui est inodore et incolore. Donc, ce n'est pas comme le gaz naturel qu'on va injecter un odorant à l'intérieur pour la détecter, à cause que c'est une molécule qui est extrêmement inflammable, l'hydrogène. Donc, il faut faire attention lorsqu'on la manipule. Pression de liquéfaction, moins 253 degrés Celsius, donc c'est très froid. On tombe dans des températures cryogéniques. Moins 253, ben, c'est bien sûr sa pression atmosphérique. Si on vient créer un vacuum, on va augmenter cette température-là. Et aussi, comme je disais, ben, c'est une molécule qui peut nous donner beaucoup d'énergie. Donc, 1 kg d'hydrogène, c'est la même chose qu'1 kg d'essence. Donc, ça, c'est ce qui est très, très, très intéressant. Par contre, un désavantage, si on peut dire, de l'hydrogène, c'est son volume, pardon, c'est sa masse volumique, comme vous voyez à l'écran, 0,08 kg par mètre cube pour de l'hydrogène versus 4,4 kg par mètre cube pour de l'essence. Donc, très petite, donc il faut la compresser énormément pour être capable d'accumuler une certaine quantité d'énergie qui est intéressante pour son utilisation. Comme vous voyez, 4,6 litres d'hydrogène comprimé à 700 bars. Donc, 700 bars, on est à 10 500 PSI. C'est pas négligeable pour avoir l'équivalent de 1 litre d'essence. Donc, c'est pour ça que ceux qui travaillent avec les applications automobiles,
qui veulent avoir des capacités pour être capable d'emmagasiner assez d'hydrogène pour faire des longues distances, soit qu'on grossit les réservoirs, mais à un moment donné, il y a une certaine limite. Donc, euh, qu'est-ce que les grands manufacturiers de travail ou les gaziers, c'est être capable de compresser l'hydrogène le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des pressions de travail de 10 000, 15 000, 20 000 PSI avec l'hydrogène. Par contre, plus que l'hydrogène est compressé, il va y avoir un effet pervers qu'on va voir un peu plus tard durant la présentation. L'autre façon aussi d'avoir plus d'énergie emmagasinée, c'est la liquéfaction. Donc, c'est rendre l'hydrogène liquide. Par contre, comme on a vu tantôt, température de liquéfaction, moins 253 Celsius, température cryogénique, ça amène d'autres enjeux technologiques de manipulation de ce gaz-là à ces températures-là. Donc, c'est aussi la liquéfaction, c'est pas un processus qui n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de recherches là, qui sont faites là-dessus aussi. Pourquoi l'hydrogène est dangereux? Okay? Donc, il faut faire attention. Toxicité, pression, inflammabilité et fuite. Donc, toxicité, pression, comme je disais tantôt, dans certaines applications, c'est très élevé. Ça amène son lot de dangerosité, l'inflammabilité et fuite. Donc, toxicité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que si vous avez une fuite d'hydrogène dans un milieu fermé, dans un milieu confiné, je pense à un laboratoire par exemple, ou si vous avez une salle de cylindres d'hydrogène et vous avez une fuite, l'hydrogène va venir remplacer l'oxygène dans la pièce et un manque d'oxygène pour l'humain, on s'entend que ce n'est pas tellement intéressant, ça peut être très dangereux, donc il faut faire attention à ça. Par contre, de l'autre côté, l'hydrogène est très, très léger, donc elle va chercher à s'échapper. Okay? Donc ça joue un peu à notre faveur là, de pouvoir, pouvoir disparaître facilement, on va dire. Mais si vous avez une fuite d'hydrogène dans un milieu fermé, pensez à l'actisphie. C'est quelque chose qui peut se passer. Les risques qui sont liés à la pression, donc comme je disais, ce n'est pas rare d'avoir des applications à 5000, 10 000 PSI. Donc, je laisse imaginer qu'est-ce qu'il peut avoir s'il y a un bris d'équipement. Donc, il peut y avoir des morceaux qui peuvent revoler malheureusement. S'il y a des flexibles qui sont déconnectés, il peut y avoir un effet de fouet. Donc, le flexible peut partir et blesser quelqu'un. Bruit, OK? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bris d'équipement, mais ça mène beaucoup de trains, donc beaucoup de ce niveau sonore, un niveau décibel là, très élevé. Faites juste penser lorsque vous ouvrez la valve d'un compresseur pour enlever l'eau qui peut s'accumuler. Donc, c'est très bruyant, puis vous êtes juste autour d'une centaine de PSI. Donc, imaginez si vous en avez 50 fois plus, c'est pas mal plus, dommageable pour l'ouïe. Ensuite, risque lié à l'inflammabilité. Donc, triangle de combustion. Donc, pour avoir une flamme, pour avoir une combustion, ça prend trois choses. Donc, une source de chaleur, un comburant qui va être notre oxygène et le combustible qui va être notre H2, donc qui va être l'hydrogène. Pourquoi que l'hydrogène brûle est plus sensible, on va dire? Pour avoir une flamme, disons, avec du propane, vous devez avoir un ratio propane-air d'environ 2,4 à 9,5 OK? Donc, si vous êtes en delà du 2,4 vous ne serez pas capable de mettre le feu à votre mélange. Puis si vous êtes supérieur au 9,5 avec la propane, bien sûr, vous ne serez pas capable non plus de l'allumer. Avec l'hydrogène, le mélange air et gaz qui
que vous pouvez avoir une combustion, ben, c'est entre 4 et 73 %. Donc, ça, c'est la plage de mélange que l'hydrogène va s'enflammer. Elle est beaucoup plus grande que les autres gaz ou les autres combustibles qu'on connaît. Encore là, si vous mélangez si vous avez un mélange d'hydrogène et d'oxygène, la plage encore là va être plus grande, donc on va tomber peut-être à des 80 quelques %, presque 90 %, donc entre 4 et 90 %, il y a possibilité d'avoir une flamme. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'hydrogène s'enflamme rapidement, c'est à cause de cette plage de pourcentage qui est très grande. L'autre chose aussi, bon, il faut penser que le taux inflammation est à 585 Celsius, donc c'est quand même assez élevé. Ce n'est pas des températures plus basses comme d'autres médias. Et aussi, il faut toujours penser aux endroits confinés. Donc, je me répète, je sais, mais hydrogène, molécule très, très, très légère, donc elle veut s'échapper. Encore là, ça va jouer à notre faveur. Risque de fuite. Okay? Donc, l'hydrogène, très petite molécule, est capable de s'échapper très, très, très facilement. Donc, soit par des fuites réelles, donc vous avez une connexion qui est mal faite, vous avez un tube qui est fendu, bon, peu importe. Donc, notre petite molécule d'hydrogène va pouvoir s'échapper. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est à la perméation des matériaux. Perméation, donc de façon ultime, tous les matériaux sont perméables, que ce soit du stainless ou du plastique. C'est sûr que le stainless, ça va être beaucoup plus long avant qu'une molécule puisse passer à travers. On s'entend, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années, mais avec des flexibles, disons, avec un cœur qui va être en Teflon ou en PFA, ben, notre molécule d'hydrogène va passer à travers et va s'échapper de votre système. Vous perdez de l'hydrogène, mais c'est sûr que vous avez une perte de pression, première des choses. Et aussi, si vous avez un long flexible, donc d'une centaine de pieds, ben, la quantité que vous allez perdre va être quand même assez importante. Donc, si vous êtes encore là dans un endroit confiné, risque d'explosion, risque par rapport à la toxicité d'Axisfi. Donc, c'est des choses à prendre en considération, la perméation des matériaux, et aussi tout ce qui est garniture de valve, packing de valve, qui peut aussi avoir une certaine perméation avec l'hydrogène. Donc, beaucoup plus élevé qu'à comparer avec d'autres combustibles, donc des plus grosses molécules, le méthane, par exemple. Donc, perméation, c'est quelque chose à prendre en considération. Certification. Souvent, on se demandait, est-ce que vos produits sont certifiés pour l'hydrogène? Il n'existe pas vraiment de certification par rapport aux applications commerciales ou industrielles standards. Ceux que vous allez rencontrer, c'est ceux qui existent présentement, c'est qu'est-ce qui est relié au véhicule, donc au transport. Et à la base, c'est nos amis, comme je disais tantôt, les Européens, qui ont sorti la norme, la EC 79, qui est possiblement celle qui est la plus évoluée qu'on a. Donc, si vous avez un véhicule ou vous avez une application de transport en haut de 30 bars, donc 435 PSI, les équipements que vous allez mettre dessus doivent être certifiés EC 79 H30. Okay? Il existe la norme H30 et la H70. La H70 pour les applications de plus de 700 bars, donc autour un peu plus que 10 000 PSI. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ces normes-là, c'est que même si vous n'avez pas des applications automobiles ou par rapport au transport, vous pouvez toujours vous référer à ces normes-là par rapport au choix des matériaux ou bien aux bonnes pratiques, okay, à prendre en considération lorsque vous avez un montage, un système que vous designez. En Amérique du Nord, un petit peu le petit frère de la EC 79, ça va être la HGV 3.1. C'est la norme principale et de cette norme-là, il y en découle plusieurs autres.
dépendant de l'équipement en question. Donc, les réservoirs vont avoir une norme spécifique. Le type de connexion pour se connecter au véhicule va en avoir aussi, vont avoir une autre norme. Donc, bon, il en existe des dizaines qui en découlent. Qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est en constante évolution, ces normes-là. Comme je disais tantôt, il y a énormément de recherche, de développement qui est fait avec l'hydrogène et les normes s'ajustent au fur et à mesure. Donc, d'ici un horizon 2, 3, 4, 5, 10 ans, ces normes-là vont évoluer et aussi les composantes qui vont être requises ou nécessaires pour supporter les nouvelles conditions d'opération, les nouvelles pressions, tout ça, ils vont devoir s'adapter. Donc, deux normes que vous pouvez vous référer à GV 3.1, EC 79. C'est des bonnes sources d'informations que vous pouvez aller chercher. All right. Donc, deuxième portion de ce matin, les matériaux à privilégier selon les applications d'hydrogène. D'entrée de jeu, je veux juste mettre une parenthèse ou une mise en garde. L'information que je donne ce matin, c'est l'information, c'est de la vraie information, mais toujours vous double vérifier avec qu'est-ce que vous allez choisir comme configuration avec une autre source. Des fois, dépendant de la température ou du mélange d'hydrogène, les composantes peuvent réagir différemment. Donc, qu'est-ce que je vous donne? C'est les grandes lignes. C'est des standards qui ont été validés, mais toujours vérifier selon des particularités spécifiques à vos applications. Lorsque vous devez utiliser un métal pour un alliage pour transporter de l'hydrogène, qu'est-ce qui est suggéré? Qu'est-ce que les normes EC79 demandent? C'est d'avoir de l'inox 316. Pas du 304, pas du 302 ou un autre dérivé. Vraiment, le 316, c'est celui qui va être préconisé. Pourquoi? Ben, c'est que l'hydrogène, à la longue, va avoir a la particularité de venir fragiliser et de venir corroder les composantes. Donc, la molécule va rentrer à l'intérieur du métal et va venir le fragiliser, comme vous voyez sur les photos ici. Donc, la structure moléculaire du métal vient se faire attaquer. Par contre, le 316, lui, réagit relativement bien à ces attaques-là. Qu'est-ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus la pression est élevée, plus que cet effet-là est élevé. Donc, si vous avez une application à 5-10 PSI, peut-être qu'un autre alliage peut faire le travail. Ce n'est pas recommandé, ben bon, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver, mais si vous avez des pressions de 5000, 10 000 PSI, le choix des matériaux est extrêmement important et d'avoir un inox de qualité va être primordial. Juste faire une petite, ici, j'avais mis une note pour une mise à jour par rapport à Lincoln X750. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de cet alliage-là, peut-être que non. C'est un alliage qui est utilisé pour ses propriétés mécaniques là, de flexibilité. Donc, on va retrouver souvent des diaphragmes pour les régulateurs de pression ou pour des ressorts. Donc, des ressorts qu'on va utiliser dans des check valves, donc dans des clapets anti-retour. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir assez rapidement que le X750 et l'hydrogène ne font pas nécessairement bon ménage ensemble. Et lorsqu'il y a quelque temps, si vous nous appeliez au bureau pour avoir un régulateur pour l'hydrogène, on essayait d'éviter cet alliage-là. Donc, on remplaçait le matériel du diaphragme par un autre. Par contre, qu'est-ce qui arrivait? Ben, c'est que ça augmentait les coûts et les délais de livraison du produit. Donc, Swagelok s'est mis à tester cette théorie-là. Donc, on testé le comportement de Lincoln X750 sur les régulateurs et ils se sont rendus compte que l'alliage, que le régulateur est capable de supporter environ 200 000 cycles, avant de commencer à perdre de la performance. Donc,
si vous avez une application en laboratoire, basse pression, parce que c'est sûr que régulateur à diaphragme, pression de sortie maximale, on est autour de 250 PSI, donc ce n'est pas des hautes pressions. C'est correct. Okay? Avec le X750, je sais que Swagelok travaille sur un document par rapport à ça. Présentement, je pense qu'il est en révision là, du côté département légal, mais je voulais quand même vous en glisser un mot. Donc, basse pression, Lincoln 750 est moins affecté. Je reviens au 316. Donc, je parlais d'un 316 de qualité. Qu'est-ce que je veux dire en fait là-dessus? C'est que le taux de chrome et le taux de nickel, c'est les deux matériaux dans la recette du 316 qu'on va regarder pour avoir une meilleure résistance à la fragilisation du stainless par l'hydrogène. La norme ASTM du 316 demande d'avoir un taux de chrome entre 16 et 18 et de nickel entre 10 et 14 Chez Swagelok, le minimum qu'on met dans nos recettes de stainless 316, ça va être 12 et 17 pour donner des meilleures performances côté corrosion, côté résistance, là, dépendant des applications là, qui sont souvent assez extrêmes okay, dans les applications, mais un manufacturier qui pourrait vendre un tube avec 10 de nickel respecte la norme, c'est du 316. Par contre, pour les applications d'hydrogène, on demande, ou même les normes qu'on disait, demandent d'avoir un minimum de 12 de nickel. Vous me dites, bon, ben, 10 12 c'est pas énorme comme différence, mais oui, l'effet est assez majeur. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'index HEE, le HEE qui est pour Hydrogen Embrittlement, excusez-moi pour la traduction. Dans le fond, c'est la fragilisation du métal. Donc, sur les lignes d'en bas, vous avez le taux de nickel. Et ici à côté, vous avez l'index. Donc, un index de 1, on n'a pas d'impact. Et si on a un indice de point, mettons de 0.1, mais c'est qu'on perd des propriétés. Cette norme-là, ce graphique-là a été généré par la NASA. Vous avez la référence en bas. Ces courbes-là vont changer en fonction là, de pression-température. Okay? Donc, il peut y avoir des petites variations, mais de façon générale, c'est pas mal une courbe typique que vous allez avoir. Donc, disons que vous avez un tubing avec un 10 de nickel. Donc, le 10 se retrouve ici. Donc, si on monte jusqu'en haut, on a un index de 0.4. Donc, vous allez perdre quand même des propriétés. Si vous tombez à 12 donc on est à peu près ici sur la courbe, mais là, vous allez aller chercher le 1, donc le pas d'impact par rapport à la fragilisation. Donc, 10 et 12 ça paraît peu, mais l'effet est majeur à cause de la forme de la courbe là, que vous voyez là, à cause du profil de courbe. Donc, c'est pour ça que lorsque vous commandez du matériel pour des applications hydrogène, surtout si vous êtes à haute pression, là, 500 PSI et plus, disons, assurez-vous d'avoir un stainless de qualité. Qu'est-ce qu'on va privilégier aussi? C'est des matériaux qui sont complètement en inox, donc en stainless, plutôt que d'avoir des composantes plastiques. Exemple, un flexible 100% métal plutôt que d'avoir un flexible avec un cœur, un corps qui va être en PTFE, en téflon, qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Vous avez des conduites pour installer. Allez-y avec des conduites rigides en acier inox plutôt que d'y aller avec du plastique, okay? Par rapport surtout avec la perméabilité. Filtration. Allez-y avec des filtres qui vont être en métal plutôt que d'y aller avec des éléments filtrants, là, comme on voit ici, là, qui vont être en caoutchouc avec un certain type de plastique. Donc, vraiment, y aller avec des composantes métal pour le montage. Et
quand vous arrivez autour de 700 bars, pour ceux, là, à ce moment-là, il faut absolument éviter tout plastique dans les composantes. Parlant de plastique, il en existe à un moment donné, des fois, on n'a pas le choix d'en avoir. Qu'on n'a pas le choix d'en utiliser pour venir faire l'étanchéité. Parmi les composantes qui existent, valve, check valve, régulateur, à un certain point, euh, une étanchéité métal-métal n'est pas possible. Donc, on va avoir besoin de packing de O-ring. Dans les polymères, deux grandes familles, les durs, qu'on va appeler thermoplastiques, et les élastiques, que ça va être de type élastomère. Thermoplastique, que ça va être PFA, donc Teflon, PEEK, c'est dans la famille des thermoplastiques. Et les élastomères, Buna, Viton, éthylène propylène, Calrase, à ce moment-là, c'est plus dans la famille des élastomères. Quel impact ils ont? Pourquoi que c'est important de différencier les deux? Par rapport au premier, c'est le coefficient de friction. Donc, lorsqu'il va y avoir une circulation d'hydrogène, ça va venir abîmer vos garnitures, ça va venir abîmer les O-rings et à un moment donné, vous allez avoir une fuite. Okay. Ça va créer une fuite ou une performance moindre du produit. Donc, si on regarde la courbe en haut, ben ça, c'est un O-ring qui est en éthylène propylène, donc en EPDM. Donc, le coefficient de friction est assez élevé versus si on regarde celui avec du PTFE. Okay? Donc, votre Teflon est beaucoup plus lisse et il va être moins attaqué par le frottement. L'autre chose aussi, un autre phénomène qui se passe avec les polymères, avec les plastiques, ben, c'est le gonflement puis le changement de volume. Donc, vous avez trois exemples. Donc, vous avez un graphique avec du Buna, donc avec du NBR, avec du Viton, du FKM. Donc, on voit que les courbes sont beaucoup plus élevées par rapport au changement de volume sous l'effet de l'hydrogène. Donc, vous avez différentes courbes, là, donc ça va être différents mélanges. Donc, ça montre l'effet. Et le PTFE, il va être beaucoup moins impacté. Donc, c'est toujours voir quel produit qui est offert, donc quel O-ring, quelle garniture sont offertes dans les produits qui vont avoir le moins d'impact. Par exemple, la norme EC79, donc au-dessus de 30 bars. 30 bars, comme je répète, c'est 435 PSI. Ils vont demander de mettre de l'éthylène propylène ou du néoprène, okay, pour pouvoir bien performer. C'est sûr qu'encore là, ils vont faire des compromis, mais ça va être éthylène propylène, c'est le matériel qui va être proposé plutôt que, disons, que du Viton. Donc, si on compare les thermoplastiques avec les élastomères, thermoplastique, bon, il va être pas mal plus performant sur les différentes caractéristiques, là, qui est le coefficient de frottement, le gonflement, la perméation puis diffusion, fissuration, puis le coupe pression, température, donc il va être beaucoup plus performant. Donc, au final, privilégier des thermoplastiques pour utiliser. Et si vous n'avez pas le choix d'avoir un élastomère, donc un O-ring, éthylène propylène, habituellement, il va être beaucoup mieux. Dans certains cas, surtout on va tomber dans les applications très haute pression, donc en haut de 700 bars ou de 10 000 PSI. L'industrie avec Swagelok aussi ont développé un matériel qui s'appelle le Nitronic 50, qui est un super alliage pour résister aux attaques de l'hydrogène. Donc, c'est un alliage qui va être boosté, là, excusez-moi l'expression, mais en chrome, en nickel, donc un très grand pourcentage de ces alliages-là à l'intérieur. Et on va faire des tiges de valve, des pointeaux de valve
avec ce matériel-là. Donc, c'est les endroits qui sont les plus attaqués, okay, par l'hydrogène. Vous n'allez pas trouver ça nécessairement dans les catalogues, l'option du Nitronic 50. Par contre, si vous avez une application hydrogène en haut de 10 000 PSI ou vous en avez une que vous aimeriez utiliser cet alliage-là, nous contacter, puis on va voir avec vous qu'est-ce qui est disponible. Parfait. On enchaîne avec le troisième volet qui est les technologies existantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme type de raccord et qu'est-ce qui existe sur le marché? Donc, première technologie, on va dire, qui fonctionne très bien, c'est le raccord à tube Swagelok, comme vous êtes habitué de travailler avec. Donc, il n'y a pas de problème pour utiliser un fitting Swagelok. C'est en 316 et ça peut supporter des pressions assez intéressantes. Donc, avantage, un assemblage simple, joint étanche, puis on peut monter, démonter. Puis aussi, vous avez la résistance aux vibrations. Montage d'un raccord Swagelok, j'ai une petite vidéo. Certains d'entre vous l'avez déjà fait des centaines de fois, mais bon, certains peut-être qui ne l'ont pas fait. Donc, pour le montage, ça ne prend pas d'outils spéciaux. Donc, on vient insérer le tube dans le raccord. On vient faire une marque de référence là, entre le corps du raccord et l'écrou. Et on va venir tourner un tour et un quart. Ensuite, il y a possibilité de venir vérifier si le montage est bien fait avec le calibre d'espacement que vous venez juste de voir. Donc, le calibre ne doit pas passer entre l'écrou et le corps du raccord. Okay, donc, c'est de cette façon-là qu'on vient faire le montage et on peut venir le démonter et le remonter. Okay, aussi simple que ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec un raccord compression? Ben, c'est les zones d'étanchéité. Donc, la surface qui vient faire l'étanchéité est très grande. Donc, comme je disais tantôt, un raccord, l'hydrogène, très petite molécule, est capable de s'échapper facilement. Donc, la bague avant va offrir une surface d'étanchéité très grande pour faire l'étanchéité. L'autre chose aussi par rapport aux vibrations, c'est le rôle de la férule arrière que vous voyez ici. Donc, en bleu foncé, férule arrière, en bleu pâle, la férule avant. Donc, vous avez la vue de coupe complète ici. Donc, avec la forme de la férule arrière, elle va venir appuyer en permanence une pression sur la férule avant pour compenser là, pour les vibrations, puis la déformation qui peut se passer là, dans le montage à l'intérieur du raccord. Donc, c'est de cette façon-là que les raccords à tube résistent aux vibrations. Je ne vais pas faire une formation, bien un webinaire sur les raccords à tube. Je vais juste passer rapidement là-dessus. Mais si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir là, de passer du temps avec vous. Tenue de pression, souvent dans les applications de très haute pression avec l'hydrogène, c'est des petits diamètres. Okay? Donc, c'est rare qu'on va retrouver du 1 pouce ou du 3/4 de pouce. Donc, un raccord, un quart, avec un tube en stainless de 65 mm, mais vous êtes capable de travailler jusqu'à 10 200 PSI, toujours en gardant un facteur là, de sécurité de 4 pour 1. Donc, le petit fitting un quart est capable d'en prendre, si on peut dire ça. Donc, limitation 10 000 PSI. Et c'est aussi valide là, dans l'équivalent métrique là, pour le 6 mm. Pour ceux qui ne savent pas, le tableau que vous voyez là, c'est extrait du document Tubing Data qu'on a chez Swagelok qui nous dit, dans le fond, les pressions de travail par dimension du tube par rapport à son épaisseur de paroi. Donc, c'est quelque chose que j'utilise à tous les jours.
Autre type de technologie qu'on peut dire qui est utilisée là, dans le monde de l'hydrogène, surtout encore là pour les pressions là, très élevées, 10 000 PSI et plus, c'est le raccord de type Conan Thread ou aussi IPT. Donc, c'est des synonymes. Qu'est-ce que vous voyez? Cette technologie-là date depuis quand même assez longtemps, une cinquantaine d'années ou même 60 ans peut-être. Donc, à la base, c'était pour les hautes pressions, 20 000 et plus de PSI, mais ce n'était pas dédié nécessairement à l'hydrogène. Donc, il y avait beaucoup pour les machines qui vont couper à l'eau, couper des métaux à l'eau. Donc, c'est des très hautes pressions. Dans le domaine aussi du oil and gas, dans le forage, c'est qui ont des pressions très élevées, que c'était une technologie qui était utilisée. Donc, comme on disait, le Conan Thread, ça s'applique au type de connexion. Et ensuite, il existe plusieurs produits qui sont reliés à ça. Donc, vous avez ici des raccords, donc des T, des coudes, mais il existe aussi des valves avec ce type de connexion-là. Donc, ball valve, valve à pointeau, check valve. Vous avez la vue de coupe d'une connexion Conan Thread. Il existe, qu'est-ce que vous voyez là? C'est les deux types qui existent. Donc, à gauche, c'est la moyenne pression. Moyenne pression, c'est jusqu'à 20 000 PSI. Et vous avez à droite le haute pression qui est à 60 000 PSI. Donc, c'est capable de prendre ces pressions-là. Donc, le modèle qui est haute pression, il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus bulky là, que le médium. Donc, qu'est-ce que vous avez dans ce type de connexion-là? Bon, vous avez le tube qui va être, je vais agrandir un petit peu, qui va être côné. Donc, c'est pour ça qu'on dit cône. Donc, on vient faire un chanfrein à l'extrémité du tube ou qui va avoir la surface de contact pour l'étanchéité. Et thread, ben, c'est pour les filets qu'on vient machiner sur le tube pour venir insérer le collet qu'on vient visser de sens anti-horaire. Et ensuite, il y a l'écrou qui vient pousser sur le collet pour venir garder le montage en place. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce type de connexion-là? Ben, c'est le trou d'évacuation qui a été percé, juste ici que vous voyez. Donc, si pour une raison, le montage se défait, soit à cause de vibrations, soit à cause d'un paquet de raisons, ben, aussitôt que l'étanchéité va se perdre, mais l'excédent de pression va pouvoir être libéré par ce trou-là. Donc, c'est sûr que si vous avez un gaz toxique, il faut prendre ça en considération. Si vous avez de l'hydrogène et vous êtes dans un espace clos, il faut aussi le prendre en considération. Mais ça évite d'avoir une genre, je ne vais pas dire une expulsion, mais ça permet d'avoir une certaine protection là, sur le montage d'un côté mécanique. Donc, c'est le raccord Conan Thread. Pour le montage, bon, étape 1 à 6, une fois que vous avez fait le cône et les filets sur le tube, donc vous vissez le collet sur le tube, encore de sens anti-horaire, jusqu'à temps que vous voyez 1 à 2 filets complets à l'extrémité. Vous insérez le montage à l'intérieur du corps du raccord et vous venez visser tout ça avec une clé dynanométrique avec un couple que vous pouvez retrouver là, dans le catalogue, la valeur. Il ne faut pas oublier aussi de venir lubrifier les composantes. Donc, vous avez des composantes stainless, stainless avec stainless. Lorsqu'on vient serrer, il peut avoir un phénomène de galling. Donc, c'est important de mettre le bon lubrifiant qui est pour votre application. Souvent, les gaziers qui vont utiliser des systèmes à hydrogène vont avoir un type de lubrifiant très spécifique à utiliser. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de produit là, que vous pouvez mettre là-dessus. Outillage nécessaire.
Donc, c'est sûr que pour venir faire le cône et le filet sur le tube, donc soit vous achetez des nipples, donc des embouts qui sont déjà faits, OK, mettons, si vous les achetez chez nous, c'est possible d'avoir des dimensions, disons, de 3 pouces, 6 pouces déjà cônées et filetées, mais en chantier, ben, possiblement que vous devez faire vous-même ce filetage-là puis ce cône-là pour le montage. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? C'est le kit du bon technicien, technicienne pour venir travailler le cône thread. Donc, vous avez l'outil pour venir faire le filet, l'autre outil pour venir faire le cône, différents types de couteaux, de filaires, dépendant de la dimension à utiliser, des outils là, pour venir vérifier que les filets sont bien faits, pour venir nettoyer. Donc, c'est un kit que vous avez besoin. Kit manuel, c'est bon jusqu'à des dimensions de 9,16. Dépasser 9,16, ça prend un outil qui est électrique. C'est gros, c'est à peu près la grosseur d'un lave-vaisselle, peut-être un peu plus gros, là, je dirais, euh, qui est automatisé pour venir faire les filets et le cône. Étanchéité et résistance aux vibrations. Donc, si on compare la technologie d'un raccord à tube avec un raccord Conan Thread, surface d'étanchéité est correcte. Elle n'est pas tellement grande, ça pourrait être mieux. C'est sûr que lorsque ça a été designé il y a 50 ans, 60 ans, je ne pense pas qu'il y avait en tête ces personnes-là qui allaient travailler avec de l'hydrogène à 20 000 PSI. Okay, comme je disais, c'était pour des applications soit avec des liquides ou avec des gaz, pardon, des liquides ou de l'huile, que c'était moins difficile à contenir. Encore là, dans les raccords Conan Thread, il existe vous avez l'option d'avoir une noix qui est anti-vibration. Okay? Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Il n'y a pas de système anti pour combattre les vibrations, mais dans la photo de droite, vous l'avez. Donc, vous avez le modèle moyenne pression, haute pression, et on vient de rajouter, dans le fond, une virole à l'intérieur du montage qui va prendre ces vibrations-là du système et éviter que le montage vienne se dévisser. Ce n'est pas des choses qui sont standards. Donc, si vous commandez ça, assurez-vous que si vous avez besoin de commander correctement avec cette option-là. Qu'est-ce que vous allez retrouver comme composante avec des raccords Conan Thread? Moyenne pression, pas mal tout ce que vous avez d'habitude. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver avec des connexions tubes chez Swagelok standard? Mais lorsque vous tombez dans le haute pression, ben, il y a certaines choses qui ne sont pas disponibles, comme des ball valves. Vous n'aurez pas ça. Des double block and bleed, ça non plus, vous n'aurez pas ça. Okay? Donc, vous allez avoir moins de choix de composantes pour votre montage. Un autre type de raccord qui existe, raccord FKO, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ce type de raccord-là. C'est un type de raccord Swagelok. Donc, ça a été développé par Swagelok. C'est approuvé là, par la norme C79 pour certaines dimensions. Donc, Swagelok, il y a quelques années, a développé ce raccord-là spécifiquement pour les applications d'hydrogène pour être capable d'aller plus haut en pression et puis être capable de l'installer plus facilement qu'un raccord Conan Thread. Et aussi avoir toujours en gardant la caractéristique pour résister aux vibrations. Comment on fait pour l'installer? Donc, vous insérez les férules avant, férules arrière dans le corps du raccord avec l'écrou. Et ce montage-là des 3 pièces est monté sur un petit support en plastique. Okay? C'est la façon que vous recevez ces fittings-là. Vous insérez votre tube à l'intérieur du raccord jusqu'à l'épaulement. Et ensuite, vous allez venir le serrer avec une clé 10 nanométrique. Eh oui, donc on ne vous dit pas de faire un tour et un quart. Ce raccord-là, c'est vraiment avec un couple que vous allez l'installer.
et c'est tout. Donc, il n'y a pas plus de manipulation à faire. Pour vous montrer comment faire, donc dans le fond, comment faire des montages soit de type FK, soit de type Content Thread, j'ai un petit vidéo, parce que comme vous voyez, là, c'est en accéléré à gauche pour un raccord FK. OK? Donc, ça ressemble beaucoup à un raccord à tube traditionnel, si on pourrait dire. Donc, on vient l'installer. Donc, ça prend à peu près une cinquantaine de secondes, une minute pour venir faire ce type de connexion-là. Du côté droit, avec le Content Thread, bien, vous voyez que notre monsieur est encore en train de machiner le tube. Donc, il vient faire les filets sur le tube avec un peu d'huile. Donc, aussi, quand vous venez pour des applications hydrogène, l'huile de coupe que vous allez utiliser, il se peut qu'il y ait des caractéristiques à respecter par rapport à ça. OK? Donc, ce n'est pas toutes les huiles qui vont être compatibles avec l'hydrogène. On va essayer. Donc, connexion Content Thread dans les meilleures conditions, on parle d'environ 5 minutes. OK, pour la montée. Donc, c'est pour ça que SwitchJack est arrivé avec un type de connexion qui était plus rapide à monter. Vue de couple d'un raccord FKO. Donc, vous avez la surface d'étanchéité qui a été créée par la férule avant, donc la plus grande possible. Férule arrière qui va agir comme une suspension toujours pour maintenir la férule avant en place. Et la férule arrière aussi va se prendre dans le tube pour éviter que le montage sorte de la connexion. Pression de service, 15 000 PSI, c'est le plus haut que ce type de connexion-là peut aller. Donc, si on compare les trois technologies qu'on a vues aujourd'hui, raccord double bag, c'est sûr que c'est celui qui va être plus facile à installer, qui va offrir une bonne résistance, mais par contre, la pression, on est limité. Le Content Thread, intéressant, c'est que dépasser 15 000 PSI, il y a plus ou moins d'autres technologies qui existent pour aller plus haut en pression. Par contre, il va être un peu moins performant côté étanchéité, le temps pour l'installation et aussi pour la simplicité du montage. Et le raccord FK va se situer entre le Content Thread et le raccord à double bag. C'est sûr que dans certains montages, il peut y avoir des connexions soudées. OK? Donc, c'est sûr que soudé, ça, c'est un autre monde à part. Et aussi, que je peux dire, c'est éviter d'avoir des connexions filetées, des raccords NPT avec l'hydrogène. Ça ne fait pas bon mélange. Les connexions NPT, souvent, ce n'est pas les plus étanches. Donc, essayez d'avoir le moins possible de connexions NPT dans vos montages. Un petit extra aujourd'hui, c'est les raccords SwageLock qui s'appellent ABT, Assembled by Torque. Je ne crois pas que personne parmi nous a déjà vu ça. Ça a été développé il y a quelques années par SwageLock pour l'industrie automobile, pour les systèmes d'hydrogène. Les manufacturiers automobiles, je pense à Volkswagen, Hyundai, sur leur chaîne de montage, souvent, c'est des assemblages par couple. Avec un torque. Donc, tous les outils, c'est pour venir visser les boulons, tout ça, c'est avec un couple. Donc, il y avait une demande de l'industrie automobile. Donc, SwageLock est arrivé avec ce type de connexion-là. Comme vous voyez, bon, encore là, c'est le principe avec férule avant, férule arrière, comme on est habitué de travailler. Par contre, encore là, c'est montage avec un couple. Et vous voyez que la noix, vous avez des coches dessus sur la noix. Donc, si jamais vous êtes dans un centre de recherche, vous recevez une voiture à l'hydrogène, vous ouvrez le capot ou vous démontez un panneau, peu importe, là, et que vous voyez ce type de raccord-là
c'est normal, ça existe, c'est du Swagelok. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est diffusé là, ou qui est utilisé de façon large là, dans les autres types d'industries. C'est vraiment pour l'industrie automobile. Dernière section, c'est ressources techniques. Donc, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui par rapport au quoi prendre, quoi ne pas prendre. Il existe un catalogue Swagelok, donc le MS02485. Si vous faites une recherche sur le web avec ce numéro de catalogue-là, le premier lien devrait être ce PDF-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que vous voyez les produits qui sont compatibles avec l'hydrogène, dépendant de la pression, et aussi les produits là, qui sont certifiés EC 79 à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu une référence. Bon, vous voyez que c'est pour l'industrie du transport, mais ça peut très bien, ces concepts-là, ou je ne veux pas dire c'est les exigences, là, mais qu'est-ce qui est recommandé là-dedans peut se transférer à tous les types d'industries avec des applications d'hydrogène. Il y a aussi une autre par rapport à la formation plus poussée WHA. Donc, ce n'est pas une compagnie Swagelok. On n'a pas de lien d'affaires avec cette compagnie-là, mais je voulais partager avec vous comme quoi c'est une bonne source là, de formation. Il y a de la formation en ligne, 4 niveaux de formation. Ça dure entre une demi-journée, aller jusqu'à 3-4 jours. Dans ces formations-là, ils vont aller dans le design, quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, c'est une très bonne source d'informations. C'est justement une formation que je suis posé de suivre là, dans les prochaines semaines. Aussi, parallèlement à ça, là, il offre des formations sur l'oxygène. Okay? Donc, des formations vraiment très complètes. Donc, références que vous pouvez utiliser. Donc, ça complète pour moi pour aujourd'hui. Je vais laisser donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre quelques instants là, pour les écrire. Donc, mes coordonnées, jmol@swagelok.com pour me rejoindre, pour ceux qui n'avaient pas mes coordonnées. Demande de certificat de présence pour le webinaire. Donc, envoyez vos demandes à Mme Solange Gillet. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ça reste toujours la bonne personne à contacter. Donc, merci pour votre attention. Laissez encore quelques minutes là, pour si c'est des questions. Merci Jean-Michel. Oui. On a des questions. Oui, on a 5 ou 6 questions, fait qu'on va y aller tout de suite pour ne pas trop retarder. Première question, quel est le taux de perméabilité du PFA avec de l'hydrogène? Élevé. Élevé. C'est sûr que qu'est-ce qui arrive pour répondre à la question, il faut remonter un peu en arrière avec les types de boyaux de PFA que vous utilisez. Il y a les manufacturiers, lorsqu'ils fabriquent le PFA, il y a plusieurs façons. Donc, il y a juste de façon naturelle. Il y a celui qui est, je ne me trompe pas, qui est center-red et l'autre qui est le slow center-red. Donc, pour ceux qui avaient suivi la formation sur les flexibles, donc c'est lorsqu'ils reçoivent un traitement thermique qui correspond à un four à gâteau et l'autre, le four à pizza. Okay? Donc, plus que il y a des PFA qui sont moins perméables que d'autres sur le marché. Grosso modo, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans. Mais c'est assez élevé. Donc, de façon ultime, éviter les flexibles en PFA, même à basse pression. Donc, un boyau métal en 316. Souvent, c'est des matériaux qui vont être en 304 qu'on va retrouver beaucoup sur le marché. Donc, faites un upgrade, on va dire, là, pour la sélection du flexible. Deuxième question, avez-vous des connexions et tubulures en 316L? La tubulure qu'on a à Swagelok qu'on vend, on la double certification 316-316L. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux normes-là, 316, 316L, le L, c'est pour low carbone, donc c'est le taux de carbone à l'intérieur qui est
qui est plus contrôlé avec le L. Souvent, c'est pour des applications soudées. Donc, le tube qu'on a contient la double certification. Merci, Jean-Michel. Autre question, quel est le rationnel derrière l'évitement des plastiques à faible pression, comme 100 PSI et moins, par exemple? L'impact à 100 PSI et moins, il va, comme je disais, plus que les pressions sont élevées, plus que l'impact est gros, est grand. Donc, c'est sûr qu'à 100 PSI, ce n'est pas une application qui est constante. Disons que vous êtes dans un laboratoire, vous faites des tests 1 heure ou 2 par jour. Possiblement que vous allez avoir une durée de vie de la composante longue. Par contre, donc, peut-être à 100 PSI et moins, vous ne verrez pas d'impact, peut-être, mais les bonnes pratiques demandent d'éviter le plastique pour éviter justement la perméation et aussi par rapport au gonflement là, du plastique à l'intérieur. Merci. J'ai deux autres questions. C'est deux qui se ressemblent un peu, fait qu'on va probablement que tu vas leur répondre en même temps. Oui. Une question est, si on évite les connexions NPT et les élastomères, doit-on se rabattre sur des connexions VCR? Et l'autre question, c'est quelles recommandations avec raccord NPT si on travaille à 20-25 PSI et de l'hydrogène? Mm-hmm. OK. Les raccords VCR, on n'en a pas parlé, mais sont approuvés EC 79H30, donc pour les applications entre 30 et 300 bars. Donc oui, un raccord VCR peut être intéressant. C'est peut-être pas celui qu'on va retrouver le plus sur les applications courantes, on va dire, mais oui, un raccord VCR va être intéressant. Même si on peut y aller avec un raccord VCO. OK? Donc, pour ceux qui se rappellent, VCR, c'est une connexion qui est 100% métal, face à face. Raccord VCO, c'est une connexion face à face qu'on utilise un O-ring pour venir faire l'étanchéité. Donc, même le raccord VCO avec un O-ring en éthylène propylène, la norme EC79H30, OK, et sont autorisés, on va dire, okay, avec le bon O-ring. Donc, oui, c'est possible. Et pour les applications plus basse pression, ce raccord NPT, il n'y a pas de secret, c'est d'avoir des composantes de qualité, d'avoir un bon Teflon, puis l'installer de façon correcte. OK? Prendre le temps de bien faire le montage avec l'NPT. Et ensuite de bien tester la connexion. Mais oui, à 50 PSI, 100 PSI, dans la vraie vie, c'est normal d'avoir du NPT quelque part, là, même avec de l'hydrogène.